et à tous. C'est un très grand plaisir de vous accueillir ce lundi matin, voilà, tôt dans la matinée, hein, pour justement ouvrir ce colloque consacré à Pascal et à l'économie du monde. Donc pour l'université Clermont-Auvergne, hein, que je préside, hein, c'est un très grand plaisir, très grand honneur évidemment, hein, de vous accueillir ce matin. Hein. Cette manifestation est bien sûr une manifestation importante, hein, pour notre université. Peut-être que je peux présenter en quelques mots. Hein. Donc l'université Clermont-Auvergne est une université pluridisciplinaire qui est issue, hein, de la fusion, hein, des deux anciennes universités clermontoises, dont l'une d'ailleurs portait le nom de Blaise Pascal. Et donc cette université, hein, compte environ aujourd'hui 40 000 étudiants, 3 500 personnels, une vingtaine de composantes de formation, 35 unités de recherche. Et je dirais notre université, hein, ambitionne, hein, bien sûr de produire à la fois bien sûr une offre de formation de qualité et une recherche d'excellence. Hein. Et par rapport à cette ambition-là, évidemment, nous avons obtenu en 2017, et cela a été pérennisé en 2022, donc un label national, hein, d'excellence, un label ICIT, justement, qui nous permet, hein, de pouvoir justement consolider, hein, un certain nombre d'axes de recherche pluridisciplinaires, et je pense dont justement notamment notre colloque de ce jour, hein, je dirais, est tout à fait la bonne illustration. Alors justement, ce colloque, hein, il s'inscrit dans le cadre, hein, bien sûr de l'année Pascal, hein, de ce 400e anniversaire, hein, qui a fait l'objet d'une très riche programmation, bon, bien sûr en France et dans le monde, mais aussi à Clermont-Ferrand. Et Laurence Plasnet a été, a piloté l'ensemble, hein, de cette année à la fois festive, scientifique, spectaculaire, patrimoniale, hein, et puis réflexive également, hein, notamment en relation avec la ville de Clermont-Ferrand, hein, qui a été également très, très présente, hein, dans l'organisation de cette journée. Et bien sûr, l'université s'est très fortement associée à cette année Pascal, dans la mesure où finalement notre université est aussi le fruit, hein, d'une histoire intellectuelle, qui s'est déployée sur Clermont depuis à minima le Moyen-Âge, et donc bien sûr Pascal est l'un des jalons, hein, l'une des étoiles particulières. Donc il était bien sûr bien normal aussi pour l'université Clermont-Auvergne, hein, que de participer et que de s'impliquer dans la commémoration de ce 4e centenaire. Et de fait, hein, dans cette programmation, je crois qu'il a été tout à fait intéressant, peut-être original aussi, hein, d'avoir justement ce focus, hein, sur Pascal et l'économie. C'est pas forcément, je dirais, au départ, hein, voilà, c'est la thématique, hein, que l'on pouvait attendre ou présenter comme étant évidente. Hein. Bon, on a eu en effet des manifestations concernant davantage le Pascal philosophe, le Pascal physicien, mathématicien, mais effectivement Pascal et l'économie, hein, je dirais, est peut-être un élément peut-être moins connu, je dirais, de l'apport finalement de Pascal, hein, à nos réflexions et à notre monde d'aujourd'hui. Et donc justement, je crois que c'est aussi l'un des enjeux, hein, justement, d'un travail de recherche collective comme celui que nous conduisons, justement, d'éclairer, hein, cette facette méconnue. Alors je crois que c'est intéressant par rapport à cet élément un peu original, hein, qu'on a d'ailleurs pu effectivement entreapercevoir, hein, au cours de cette année de commémoration, notamment lorsque on a fait ressurgir également la figure de Pascal innovateur, hein, notamment avec la reconstitution, hein, d'un carrosse à 5 sols, hein, sur lequel on a travaillé en collaboration aussi avec la manufacture Michelin, qui a accueilli d'ailleurs cette reconstitution, hein, du carrosse à 5 sols, hein, dans ses locaux, dans son siège, hein, de la place des Carmes, et donc voilà, qui vient montrer comment justement, hein, cette invention s'inscrivait aussi, hein, dans un processus, à la fois de production et puis de processus aussi de mise à disposition du public, hein, qui intéresse évidemment directement l'économie. Alors l'intérêt donc de ce colloque, hein, outre le fait qu'il éclaire cette facette méconnue, outre le fait bien sûr qu'il s'inscrive dans cette année commémorative, c'est bien sûr aussi de présenter, hein, des approches totalement inter- et pluridisciplinaires. J'évoquais
c'était là aussi l'identité de notre université, hein, et donc bien sûr un dialogue hein, entre du coup bien sûr les économistes d'une part et puis les collègues hein, de sciences humaines, de littérature, philosophie, anthropologie hein, qui seront amenés aussi à intervenir aujourd'hui. Hein. Et de fait, d'ailleurs, cet échange hein, pluridisciplinaire, il s'illustre aussi par les deux structures qui ont été associées dans l'organisation de ce colloque, qui sont également des partenaires forts de l'université, hein, à savoir hein, le Centre international Blaise Pascal, donc, que dirige Florence Plasnet, hein, qui, bien sûr, je pense, vous en dira quelques mots, et puis la FERDI, hein, donc présidée par son président fondateur, Patrick Guillaumont, hein, que je salue bien amicalement et qui est bien entendu aussi un des partenaires importants hein, de l'université hein, dans sa politique à la fois scientifique et sa politique internationale, hein, et bien sûr qui est membre également d'ailleurs de notre alliance d'établissement dans le cadre notamment de l'ICID Cap 25. Donc voilà, donc pluridisciplinarité, je crois que ce sera effectivement un des maîtres mots hein, des échanges de cette journée. Donc je vous souhaite riche en débats, en analyses, en relations évidemment interpersonnelles. Hein. Je crois que c'est bien sûr l'intérêt de ces colloques en présentiel aussi, hein, que de faire se rencontrer des personnes, des collègues venus d'horizons différents. Donc je vous souhaite une très très belle journée autour donc, de Pascal et l'économie monde à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, voilà un an que s'enchaînent colloques, journées d'études, rencontres sur Pascal. Nous nous réunissons aujourd'hui à propos d'un thème, l'économie, dont Pascal n'a écrit le mot que 4 fois dans une œuvre qui excède les 2000 pages, et encore selon une acception qui n'est pas celle que nous nous proposons d'explorer aujourd'hui. Pascal, en effet, emploie le terme au sens d'ordre ou de disposition dans le célèbre fragment 94 des Pensées, lorsqu'il interroge sarcastique sur les pouvoirs de la créature, sur quoi la fondera-t-il l'économie du monde qu'il veut gouverner? Ou quand il parle, dans son petit traité de l'esprit géométrique, de l'économie d'un ouvrage. De même, dans l'abrégé de la vie de Jésus-Christ, Pascal promet que, je le cite, « jamais l'Église ne périra et ne sera destituée de pasteurs pour montrer son économie, c'est-à-dire son bon règlement. » N'est-il pas temps, dès lors, de déclarer honnêtement « ça suffit » et d'admettre que nous sommes bien ces bavards et ces parasites que l'opinion publique voit si souvent dans la communauté universitaire, a fortiori dans un temps où la haine et la guerre, redoublant, nos cogitations peuvent paraître bien vaines. Mais, selon l'opinion publique, que faire de Pascal mettant au point la machine arithmétique lors de son séjour en Normandie? Veut-il, peu avant sa première conversion, en 1647, aider son père dans ses opérations de levée de l'impôt en Normandie? Alors, pourquoi prend-il en 1649, après cette conversion, un privilège lui assurant l'exclusivité d'une invention dont il espère clairement que ce sera un succès commercial dans la lettre dédicatoire qu'il adresse avec un exemplaire de la machine au chancelier Séguier? Et l'utilisation de ses travaux sur la pression pour assécher les marais du Poitou, opération désintéressée quand il rejoint la société créée par le duc de Rouennais? Non. Nommé gouverneur de la province, Rouennais a besoin de résultats tangibles. À la fin de sa vie, Pascal crée une compagnie pour la mise en œuvre et l'exploitation des célèbres carrosses à 5 sous. Celle-ci est élaborée pour être rentable, et elle l'est, tant que Pascal en exerce la gestion. Assurément, il dissocie cette dernière entreprise de tout désir d'enrichissement personnel, puisqu'il organise le versement des bénéfices qu'il en escompte aux pauvres du Blésois avant même d'avoir perçu la moindre somme. Enrichissez-vous? Très peu pour Pascal, sans que cette indifférence à un gain tourné à son propre bénéfice ne l'empêche aucunement de se montrer un entrepreneur avisé et soucieux de rentabilité, avant et après sa conversion. À la vérité,
C'est une fois dévot patenté qu'il se révèle homme d'affaires habile. Il s'associe d'autre part à des acolytes qui ne voient pas la situation du tout selon le même prisme. Mais en réalité, à aucun moment de sa vie, Pascal n'ignore la puissance de l'économique. Son œuvre est hantée par la question du prix des choses, de la définition de leur juste prix. L'expression figure en 1654 dans le traité de l'équilibre des liqueurs et dans les pensées, dans le fragment 78, Imagination. La raison a beau crier, écrit-il, elle ne peut mettre le prix aux choses. Pascal est sensible au caractère fictif et imaginaire de la valeur qu'on accorde aux objets, voire aux actions. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses, écrit-il dans le fragment 230 intitulé « Disproportion de l'homme ». La lettre au chancelier Séguier déplore le prix excessif de la machine arithmétique, mais elle espère le réduire bientôt afin que cette machine soit accessible et rentable. Au contraire, le prix, je le cite, tout à fait modique du billet permettant de circuler dans les carrosses à 5 sous est mis en avant dans l'acte constitutif de la société même et au cours de la promotion de l'opération. Quant aux provinciales, elles considèrent le prix des bénéfices, celui d'un cheval, traitent du contrat moitra ou de la question de l'usure. Inclination naturelle, écrit Pascal, des gens d'affaires. Les travaux de Pascal sur la question des parties en mathématiques visent à déterminer leur juste valeur selon une lettre qu'il adresse à Pierre de Fermat. En 1655, dans l'opuscule de l'esprit géométrique, il écrit de l'homme lui-même qu'il doit apprendre à s'estimer à son juste prix. Que l'homme maintenant s'estime son prix, reprend-il dans le fragment 151 des Pensées, ou encore dans le fragment 230, que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton, détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même, à son juste prix. Les provinciales s'indignent que le jésuite Molina fixe la valeur de la vie d'un homme à 1 écu. Dans une lettre à sa sœur Gilberte et à son beau-frère Florin Perrier, traitant du mariage d'une de leurs filles, Pascal évoque, je le cite, le prix de la virginité de la jeune fille, qu'il trouve que ses parents bradent en la mariant avant de savoir si elle ne pourrait pas être appelée par Dieu à prendre l'habit religieux. Rencontrant, selon l'avis de M. Pascal, écrite par sa sœur aînée, une orpheline à la rue, Pascal l'emmène immédiatement auprès d'un ecclésiastique, lui remet de l'argent pour la vêtir et lui trouver un emploi de servante. Pascal est conscient que sans son aide financière, elle se vendra, mais autrement. Il entend intervenir sur le marché, somme toute, pour en troubler le fonctionnement spontané. Davantage, l'abrégé de la vie de Jésus-Christ, un de ses plus beaux textes, pose que les plaies du Christ sur la croix exposent, je cite Pascal, le prix de notre liberté. Les écrits sur la grâce et les pensées parlent à maintes reprises du prix du sang du Christ, filant la métaphore économique du rachat de la créature. Prix, argent, valeur, marché, promotion d'un bien, stimulation d'un désir de consommation, d'ambition, hante Pascal, l'obsède. Les exemples se comptent par dizaines dans son œuvre. Un passage du fragment 680, Infini rien, où il emploie le terme économie, invite finalement à se demander s'il n'annonce pas la signification moderne du thème. Il est faux, écrit-il, que nous soyons dignes que les autres nous aiment. Il est injuste que nous le voulions. Si nous naissions raisonnables et indifférents, et connaissant nous et les autres, nous ne donnerions point cette inclination à notre volonté. Nous naissons pourtant avec elle. Nous naissons donc injustes. Car tout tend à soi, cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général, et la pente vers soi est le commencement de tout désordre, en guerre, en police, en économie, dans le corps particulier de l'homme. Qu'est-ce à dire? Pascal est-il pris soudain en flagrant délit d'atavisme auvergnat?
et je ne me permettrai pas de le dire si le berceau de ma famille ne se trouvait pas à Artonne, à 30 km d'ici. Un atavisme redoublé par presque 10 ans passés en Normandie, il faut dire que ça vous plombe un homme, ou bien le très catholique Pascal n'était-il qu'un Tartuffe? Troisième possibilité, convient-il de voir enfin en Pascal un homme de son temps, un Pascal précurseur de la pensée économique, un Pascal homo economicus, dont la réflexion serait aussi indispensable à la compréhension de son œuvre morale et spirituelle que celle du Pascal savant, longtemps négligé, aujourd'hui, grâce aux travaux pionniers de mon prédécesseur Dominique Descotes, de plus en plus envisagée par rapport à celle-ci, l'une et l'autre s'éclairant d'un jour nouveau. Notre rencontre ne serait-elle pas finalement, non une lubie de bavards qui ont du temps à perdre, mais un de ces moments singuliers où, pour avoir accepté tous de prendre un moment afin de venir réfléchir aujourd'hui à la lisière de vos compétences, de franchir la barrière de vos champs d'études respectifs, un peu de vérité supplémentaire apparaîtra et ouvrira une voie guère frayée jusqu'alors des études pascaliennes. C'est forte de cet espoir que la directrice du Centre international Blaise Pascal, que j'ai l'honneur d'être, entend vous remercier les uns et les autres de votre présence ce matin à Clermont-Ferrand. Et j'adresse des remerciements tout particuliers à Patrick Guillaumont, le directeur de la FERDI, qui a eu l'idée de cette journée et l'intelligence de la vouloir ouverte et construite dans un parfait souci d'équilibre entre les pascaliens estampillés, les juristes, les entrepreneurs, les économistes. Toute ma gratitude va également à l'Université Clermont-Auvergne et à la ville de Clermont pour leur soutien envers le CIBP et leur engagement en faveur du rayonnement des études pascaliennes. Je vous remercie et bon travail. Merci, cher président Mathias Bernard. Merci, cher Laurence Plasnet, de ces mots qui m'amènent à m'adapter à ce que je voulais dire, parce que je voulais commencer en disant, mais pourquoi donc un colloque consacré à Pascal, économiste? Mais, Laurence, vous avez tout dit en rappelant combien le prix des choses était au cœur des différentes facettes des différentes parties de la pensée et de l'action de Pascal. Cela m'amuse parce que vous m'avez fait connaître un pascalien qui était à Clermont récemment, qui est Pierre Force, et qui a écrit un livre sur Molière ou le prix des choses. Et on s'était dit que ce serait bien qu'il vienne nous dire Pascal ou le prix des choses, ou peut-être Pascal ou le prix et les choses sans prix, qui est en fait d'autres façons de voir la vue de Pascal sur l'économie. Alors, je reviens un peu sur cette question parce que elle est revenue sur de nombreuses lèvres. Pourquoi ce colloque Pascal et l'économie à Clermont-Ferrand, dans ce festival de séminaires, de colloques, de conférences que vous avez animés les uns et les autres. Et je me permets de remercier en passant les pascaliens écrasés par la multitude de ces conférences et leurs contributions, d'avoir quand même accepté une fois de plus, avant que la commémoration ne s'arrête, de venir ici discuter avec les économistes. Pourquoi fallait-il rajouter ce colloque de trop, peut-être? Non, il ne sera pas de trop. Est-ce que c'était parce que les économistes disaient quand même, et pourquoi pas nous, alors qu'ils ont cette tendance qu'on leur reproche souvent d'être un peu impérialistes par rapport aux autres sciences sociales, nous allons à notre tour nous approprier Pascal. Non, je pense que s'il y a un étonnement, c'est sans doute peut-être parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est l'économie, et qui devrait ressortir même de nos débats au cours de cette journée. Et Pascal, et Laurence, vous l'avez déjà bien dit, était un économiste, et je dirais même un économiste au sens plein du terme, même si, comme vous l'avez rappelé, le mot d'économiste n'existait pas à cette époque, ce qui ne veut pas dire que l'économie, la réflexion, avant même la naissance de Pascal, Montchrétien avait publié son traité de l'économie politique. Donc, je dirais, c'était une réflexion qui était quand même au cœur
des humanistes de cette époque. Je dirais, le mot apparaîtra économiste après seulement au XVIIIe, peut-être par une moquerie de Voltaire sur les économistes. Il s'en prenait aux physiocrates, il disait quand même ce sont des farfelus. Mais ce complexe n'a pas totalement disparu d'ailleurs. Pascal, j'allais dire, je vois ici Anne-Laure Sellier, elle va nous dire tout à l'heure que Pascal ne pouvait pas ne pas être entrepreneur. Et j'irai même plus loin, je dirais Pascal ne pouvait pas ne pas être économiste. Parce que, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Alors, je vais commencer par une raison un peu triviale, parce que Pascal était auvergnat. Et ceux d'entre vous qui sont familiers de Vialat, un autre grand auteur auvergnat, savent que dans l'Auvergne absolue, il raconte, il est dans le train pour Clermont, et il bavarde avec son voisin, et dit « Mais pourquoi vous allez à Clermont ?» Et il dit « Parce que je vais y trouver l'économie », il l'écrit en grosses lettres. L'économie, alors je vais le citer parce que c'est important pour comprendre Pascal. Il dit l'économie, elle y est chez elle, elle a trouvé sa vraie place, elle y court sur les monts avec sa crinière d'or, l'Auvergnat l'attrape par les cheveux, il la jette dans son coffre, et sur les monts avec sa crinière d'or, l'Auvergnat l'attrape par les cheveux, la jette dans son coffre, la tasse, rabat le couvercle, et ferme à double tour. Ça, c'est l'économie au sens des Auvergnats. Alors, ce n'est pas l'économie au sens de Pascal, mais il n'empêche que dans ce même ouvrage d'Auvergne absolue, Vialat dit l'Auvergne est pascalienne, au fond. Il dit, au fond, l'économie est chez elle en Auvergne, et l'Auvergne est pascalienne, au fond. Il y avait donc une proximité très forte entre Pascal et l'économie dans ses différentes acceptions, qui ne pouvaient faire que le génie pascalien échappe à cette préoccupation. Mais, trêve de plaisanterie, la vraie raison qui justifie de parler de Pascal économiste est à chercher dans les grands thèmes de sa réflexion. Laurence Plazenet en a énuméré un certain nombre, et je voudrais simplement les reprendre en guise d'introduction à nos débats, puisque nos débats vont être structurés au cours de 4 sessions, et ce sont ces 4 thèmes qui montrent à quel point Pascal était vraiment un économiste au sens plein du terme. Alors, il était économiste d'abord par sa pensée sur les probabilités, l'utilité espérée, et je dirais que la vocation quantitative de l'économie, dans la plus rigoureuse, la plus théorique, mais nullement étroite. Et il reviendra à la première session de ce colloque de faire apparaître ce Pascal et de le situer dans l'histoire de la pensée économique et combien il inspire encore la théorie économique moderne. Et alors, de façon apparemment opposée, mais en réalité tout à fait complémentaire, Pascal était aussi un économiste entrepreneur, ça a été dit, de façon pragmatique, opérationnelle, quand il s'est engagé dans l'assainissement des marais poitevins, dans les carrosses à 5 sols ou dans la commercialisation de la fameuse pascaline. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son activité d'entrepreneur, il recherche toujours un impact. Il veut que ça soit rentable, normal, mais il cherche un impact social. Et c'est la raison pour laquelle on se pose la question dans la seconde session que de savoir est-ce que Pascal était au fond un initiateur de ce que l'on appelle aujourd'hui l'investissement d'impact. L'investissement, alors il y a un débat sur ce qu'est l'investissement d'impact, je ne veux pas l'engager aujourd'hui, maintenant, mais ce sera le thème de la seconde session de ce colloque. Alors, Pascal était encore plus sans doute économiste dans ses réflexions foisonnantes sur la justice et l'organisation de la société, sur le jugement qu'il pouvait porter sur l'ordre social. Et je me permets de reprendre la phrase qui était citée en début de notre présentation du colloque et que
Laurence a situé dans l'œuvre de Pascal le fragment 94 de l'édition Sellier. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas parler de Pascal sans dire de quel fragment et de quelle édition il s'agit. J'espère ne pas me tromper. Et je me permets de la reprendre et de la poursuivre un instant. Alors, Pascal dit « Sur quoi la fondera-t-il l'économie du monde qu'il veut gouverner ? Sera-ce sur le caprice de chacun ? Quelle confusion ! Sera-ce sur la justice ? Il l'ignore. » Cette phrase, je veux dire, m'a un peu guidé, est un peu à l'origine du colloque, parce que elle me poursuit depuis plusieurs dizaines d'années. Ceux d'entre vous qui sont familiers des travaux de la Ferdi savent qu'en 4e de couverture de tous les documents de travail, cette phrase figure depuis 20 ans régulièrement sur nos travaux. Et si je remonte encore plus loin, à 40 ans, je me souviens d'un colloque ici même ou dans la salle à côté, qui était sur c'était le Congrès international des économistes de langue française, sur les relations Nord-Sud. On en avait fait aussi, je dirais, la phrase d'appel de ce colloque, quelle que soit l'ambiguïté de la phrase, bien sûr, que Laurence a bien rappelé tout à l'heure. Et ce qui me paraît vraiment intéressant dans cette phrase, au-delà de l'interrogation immédiate qu'elle présente, c'est son lien avec un autre fragment qui est sur la justice, où Pascal oppose au fond le scepticisme et le dogmatisme, le pyrrhonisme et le dogmatisme, et il termine en disant comment dit-il, le pyrrhonien Cécilas redevient dogmatique. Et cette phrase m'a toujours interrogé. Et je dis que c'est une interrogation pour les économistes qui sont toujours tiraillés entre le scepticisme et le dogmatisme. Ce sont les deux tentations méchantes des économistes. Et nous en avons des manifestations constantes, surtout dans les quelques dernières décennies de la réflexion économique. Échapper à ces deux tentations. Donc ce sera l'objet de la 3e session, de traiter de cette immense question de la relativité de la justice et d'engager un débat à la lumière de Pascal sur un certain nombre de questions qui ont été listées dans le programme de la conférence, mais sur lesquelles on va déborder parce que les panélistes sur ce sujet s'inquiètent de la grande diversité des thèmes qui vont apparaître sous ce thème de la relativité de la justice au sens pascalien. Alors, au risque d'être encore un peu personnel et je voudrais donner une petite explication sur la 4e session. Mais pourquoi donc cette 4e session? Qu'est-ce que Teilhard vient donc faire là-dedans? Une question qui m'était posée encore. Alors, je me permets d'évoquer que il y a quelques années encore, il y a bien longtemps, mais j'ai aimé citer j'ai fait un livre autrefois sur un manuel d'économie de développement, et puis dans d'autres travaux, je me référais, il y avait une question, le développement et ceci, la sociologie, l'économie, la religion. Et il y avait cette question qui était posée par René Laurentin. C'était à la fin des années 60, après le Concile Vatican II. Il disait, mais est-ce qu'il n'y a pas deux visions du développement antagoniques? L'une qu'il qualifiait de pascalienne, de discontinuité en quelque sorte entre le développement économique et les fins ultimes de l'homme, et puis une vision teilhardienne de continuité entre ce développement et le salut, les fins ultimes de l'homme. Et ceci m'a souvent interrogé, est-ce qu'il y a vraiment un antagonisme irréductible entre nos deux grands scientifiques auvergnats? Donc cela valait la peine d'ajouter une réflexion sur ce thème à la fin de notre colloque, et je crois que c'était aussi une façon de s'interroger sur la notion même de développement, et ce sera donc l'objet de notre quatrième session, et nous verrons si autour de la notion de développement nous pouvons réconcilier Pascal et Teilhard, tout en restant en Auvergne, parce que bien sûr, si on a rajouté Teilhard, c'est parce qu'il était auvergnat. Enfin, je veux dire que responsable d'un think tank, la Ferdi,
je ne voudrais pas terminer sans souligner l'apport de Pascal en tant que, je dirais presque modèle, pour la façon de poser de façon incisive et au besoin avec humour, il n'en manquait pas, des questions d'intérêt général. Le débat public sur les grandes questions économiques gagnerait tant à retrouver la langue de Pascal. C'est un modèle pour les think tanks qui souvent sont empêtrés dans la langue de bois et je parle pour ne rien dire. Pascal est là comme un stimulant pour ramener, poser les vraies questions de façon ferme, mais ouverte, parce qu'il est toujours ouvert sur les doutes et les contre-propositions, et ce serait un grand progrès pour nous. Voilà, je voudrais aussi remercier Laurence, notre président, de nous avoir accueillis ici, Laurence Plasnet d'avoir bien voulu associer le Centre international Blaise Pascal aux économistes. Nous allons essayer de faire un mariage heureux entre les pascaliens éminents et les économistes distingués, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi on dit éminent dans un cas et distingué dans l'autre, mais enfin, ce mariage sera fructueux et très vivant. Je me permets de le dire en donnant peut-être quelques indications sur le déroulé. Nous allons avoir 4 sessions. Les modérateurs donneront la parole dans un temps relativement limité aux principaux intervenants. Et puis, les autres intervenants qui sont dans la salle pourront à leur tour intervenir, poser des questions. Nous souhaitons que le débat soit le plus interactif et le plus ouvert possible. Voilà, je vous remercie beaucoup et je voudrais remercier tous les organisateurs qui ont préparé ce colloque qui, j'espère, sera intéressant pour les uns et les autres et que les économistes et les pascaliens vont bien se comprendre et faire progresser la pensée de Pascal dans l'économie, sinon la pensée des économistes dans les études pascaliennes. Merci beaucoup. Je voudrais simplement rappeler que, avant d'entendre la première session, nous allons une sorte de keynote qui est présentée par François Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France. Nous avions été assez incités dans ces commémorations à faire intervenir des grands acteurs économiques. Celui-ci a bien voulu accepter de jouer le jeu, mais il l'a fait malheureusement par vidéo. Et donc, en vous quittant tout de suite, nous allons entendre la keynote, comment on dit keynote en français, l'allocution de François Villeroy de Galhau sur Pascal, économiste. Je vous remercie. Je suis heureux de pouvoir, avec vous, inaugurer ce colloque sur Pascal, économiste. Je m'excuse de le faire en ligne. Je suis retenu, malheureusement, à Londres aujourd'hui. Je salue en particulier Patrick Guillaumont, président de la FERDI, et tous les organisateurs. Et je voudrais vous dire à quel point, pour nous, Pascal est une figure tutélaire. C'est d'abord la figure d'un billet de banque, d'un grand billet, le billet de 500 francs qui, à partir de 1969, vous le voyez à l'écran, relaye le Molière. Billet rendu aussi célèbre à sa façon par Serge Gainsbourg, qui un jour l'a brûlé sur un plateau de télévision. Alors j'en profite pour tordre le cou à une méchante rumeur qui voudrait que Lucien Fontana-Rosa, l'artiste sollicité par la Banque de France, se soit trompé de modèle et soit parti d'un autre janséniste, le maître de Sassy. Non, Lucien Fontana-Rosa a bien pris le masque mortuaire de Pascal. Il peut y avoir une certaine ressemblance entre ces deux jansénistes, mais je crois que c'est d'autant plus essentiel de rétablir cette vérité qu'il s'agit de l'honneur des Auvergnats, puisque ce billet, comme tous ceux de la Banque de France, a été produit tout près de Clermont, dans l'imprimerie de Chamalières. Alors j'en viens à Pascal, économiste. Ce titre est presque un oxymore, parce que Pascal a été mathématicien, Pascal a été homme du monde et de la société, Pascal a été philosophe chrétien,
Il y a d'une certaine façon ces trois âges dans la vie, mais Pascal n'a jamais été un économiste au sens moderne. C'est d'ailleurs une catégorie qui existait peu à l'époque. Il nous reste néanmoins du premier et du troisième âge, Pascal mathématicien et Pascal philosophe, peut-être une méthode et des principes que, sans vouloir faire parler 400 ans après Blaise Pascal avec toute son autorité, je vais essayer d'esquisser. D'abord, à Pascal mathématicien, nous devons peut-être une méthode. Tous les économistes ont entendu parler de Pascal comme un père fondateur de la théorie de l'espérance. L'espérance au sens mathématique de la probabilité et de la modélisation des cas possibles dans la science économique moderne, à partir notamment du fameux pari pascalien sur l'existence de Dieu. Mais Pascal introduit déjà deux tempéraments à cette approche très chiffrée, peut-être, de la modélisation. Deux nuances essentielles. Il vit dans son monde et il sait combien les comportements peuvent être irrationnels. Le fameux « le cœur a ses raisons » que la raison ne connaît point. Et puis, deuxième tempérament, Pascal met en avant l'incertitude radicale qui est celle de l'univers. Et nous le vivons plus que jamais dans notre environnement présent. Je le cite, « Il n'est pas certain que nous voyions demain, mais il est certainement possible que nous ne le voyions pas. » Alors j'en viens au principe, peut-être, que nous pouvons tirer de Pascal philosophe. Et parmi une richesse infinie qui est celle des pensées, je me risque à vous proposer 4 principes qui peuvent guider aujourd'hui notre réflexion et notre action. Pascal était sans doute partisan de ce que nous appellerions aujourd'hui un libéralisme encadré, réaliste. Je le cite là aussi. « Grandeur de l'homme dans sa concupiscence même d'en avoir su tirer un règlement admirable. » Et il esquisse donc un ordre collectif fondé sur l'intérêt individuel, un siècle avant les fameuses théories d'Adam Smith. Le deuxième principe, évidemment, que nous devons tirer de Pascal, c'est l'importance de la finalité. Pascal est une éthique pour penser notre condition humaine. Il nous invite à nous poser sans cesse la question du sens. À quelle fin? Les fins possibles. Seule la question du pourquoi, éthique et social, avant la question du comment technique, garantit la soutenabilité de notre économie et, au passage de notre planète, le défi numéro 1 aujourd'hui, qui est celui du dérèglement climatique, l'illustre hélas fortement. Troisième principe, peut-être un peu moins connu chez Pascal, c'est l'humilité. J'avoue qu'une des citations que j'ai retrouvées en préparant cette courte intervention, parmi celles qui m'ont le plus frappé, c'est la suivante. Elle est un peu plus longue, pardon, mais je crois qu'elle est pour nous très riche en réflexion. C'est donc de ces lumières imparfaites, l'incertitude, c'est donc de ces lumières imparfaites qu'il arrive que l'un, connaissant les devoirs de l'homme et ignorant son impuissance, se perd dans la présomption, et que l'autre, connaissant l'impuissance et non le devoir, s'abat dans la lâcheté. Je trouve admirable cette double tentation de la présomption et de la lâcheté. Et il me semble qu'en nous ajoutons le principe de finalité et le principe d'humilité, nous avons là la base d'une éthique très forte et nécessaire de l'engagement. Dernier principe, peut-être, et lui aussi, je crois, impératif aujourd'hui. Se fonder, bien sûr, sur la raison et la connaissance et accepter le dialogue. Je cite là encore Pascal, « À la fin de chaque vérité,
il faut ajouter que l'on se souvient de la vérité opposée. Si menacé par l'immédiateté et par l'invective, et si vous me permettez de le dire, ces deux I en génèrent un troisième, immédiateté plus invective égale inquiétude. Face à ces menaces, Pascal n'a peut-être jamais été aussi actuel que 400 ans après sa naissance. Je vous souhaite un bon colloque. Nous enchaînons tout de suite avec la première session qui est animée par Annie Loucotte, professeure émérite à l'Université de Paris 1. La seconde sera animée par Jean-Michel Severino qui va nous rejoindre dans un instant. Et je me chargerai de la troisième. Et Laurent Thirouin, qui a plusieurs casquettes, va intervenir, modérera la dernière session. Mais je laisse à chaque modérateur le soin de présenter les éminents panélistes qui sont autour de lui ou autour d'elle. Donc, Anilou, à toi de jouer maintenant. Et je vous laisse le micro maintenant. Bonjour. En 5 ans, entre 1657 et 1662, Huygens écrit le premier traité des probabilités, De Aleae. Pascal en applique la théorie et invente la théorie de la décision. Leibniz applique la métrique des probabilités à des questions de droit. Grunt étudie les fréquences démographiques dans ses Observations. L'économie politique n'existait pas comme discipline autonome. Alors, elle était, selon le mot de Dumont, une statu nascendi, et ce n'est qu'au XXe siècle que ces questions ont repris une importance croissante, devenue centrale. La question de la théorie de la décision en incertain, la question de la différence entre risque et incertitude, sont devenues tout à fait centrales dans de très nombreux domaines de la théorie économique. Et c'est ce que cette première session va explorer comme question. Autour de 3 intervenants, nous allons changer l'ordre qui était prévu dans le programme. Le premier intervenant sera Laurent Thirouin. Laurent a été professeur à l'Université Louis Lumière Lyon 2, auteur d'un très beau livre sur Pascal nommé « Le hasard et les règles ». Il y a des titres qu'on aimerait avoir inventés. Le modèle du jeu dans la pensée de Pascal. Il est spécialiste du Pascal littéraire et religieux. Nous reprendrons ensuite le fil de l'histoire des théories économiques avec Pierre-Charles Pradier. Pierre-Charles est maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est depuis toujours, depuis sa thèse avec Bertrand d'ailleurs, spécialiste, c'est très grégaire cette première session, spécialiste des questions de risque et d'assurance, et ouvrage d'ailleurs d'un repère extrêmement utile sur les théories du risque. Le troisième intervenant sera Bertrand Munier, qui a été professeur à l'École normale supérieure de Cachan et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est président de la Fondation Maurice Allais, spécialiste de la théorie des jeux et de la théorie du risque. Nous tâcherons de maintenir le temps de 10 minutes pour autoriser les échanges avec les autres panélistes, avec la salle et entre les panélistes de cette première session. Laurent, je vous passe la parole. Merci de me donner l'honneur d'introduire ces travaux pascaliens dans une table ronde qui me séduit bien sûr particulièrement. Alors, je pars d'une banalité sur laquelle on est tous probablement d'accord. Pascal est un penseur de l'incertain. C'est un des grands penseurs de l'incertain. Mais cette formule qui peut sonner vraiment comme une trivialité pose un certain nombre de problèmes d'emblée. D'abord, pourquoi ? Pourquoi Pascal est-il comme cela un penseur de l'incertain ? Ensuite, comment en est-il arrivé là ? Alors, un grand article, une grande étude d'Ernest Coumet, qui est un des pionniers du travail sur l'histoire des probabilités, s'intitulait « La théorie du hasard est-elle née par hasard ?»
Est-ce par hasard que Pascal s'est mis à travailler sur le hasard? Vous le savez sans doute, il y a une anecdote fondatrice. C'est une question posée par un de ses amis mondains, le chevalier de Méré, question qui a donné lieu à la règle des parties. Alors le problème, je le résume pour que tout le monde l'ait bien en tête, mais j'imagine qu'il est connu de la plupart d'entre vous. Le chevalier de Méré, grand joueur, était parfois mis en face d'une difficulté. Une partie avec une forte mise devait être interrompue avant son terme, dans un jeu qui était un jeu de pur hasard. Que faire pour répartir les enjeux qui n'avaient pas pu être répartis par le jeu? Voilà. Et là, on voit d'emblée le problème qui se posait aux joueurs. Le jeu est de pur hasard, par définition. On ne sait pas quel est ce jeu. Il y a plusieurs problèmes touchant à ce que l'on appellerait aujourd'hui les probabilités. Il y en a un qui concerne des dés, mais que Pascal récuse comme un problème trop simple. Et celui sur lequel il travaille avec Fermat, c'est celui donc d'un jeu de hasard dont on ne connaît pas vraiment le contenu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est long et donc qu'il est susceptible d'être interrompu. Et alors, deux manières de prendre les choses. Puisque c'est un jeu de pur hasard, et qu'il y a une chance sur deux pour chacun des joueurs, si on est à 2 joueurs, de gagner, on va se contenter de partager les sommes qui sont sur la table en 2. Le jeu ne s'est pas terminé. Or, tout joueur sait bien que s'il y avait 3 manches et qu'il en avait déjà gagné 2, et que son adversaire n'en avait gagné aucune, il s'attend davantage à gagner, quoi que ce soit un jeu de pur hasard, que celui qui n'a 0 manche. Alors, comment articuler ce sentiment qu'on est dans un contexte purement aléatoire et la conscience expérimentale que les chances ne se valent pas? Voilà. Donc, qu'est-ce qui permettait de poser ces questions? Je ne vais pas développer le point, je rappelle juste l'article d'Ernest Coumet. Et je voudrais passer à une question qui me semble plus importante, puisque le temps est compté, une formule que je veux mettre sous vos yeux, d'un texte essentiel qui vient d'ailleurs d'être cité dans un autre de ces passages, qui est le fragment Cellier 480, et qui énonce cette formule beaucoup plus paradoxale, beaucoup plus problématique qu'il ne semble au premier abord. On doit travailler pour l'incertain par la règle des parties qui est démontrée. On doit travailler pour l'incertain. Pas seulement on peut travailler pour l'incertain. Il n'est pas inepte de travailler pour l'incertain, mais il y a une sorte de devoir rationnel, existentiel, de travailler pour l'incertain. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on accepte de regarder la phrase de près, pourquoi l'énonce-t-il? Alors, je fais juste quelques remarques qui nous permettront peut-être après de progresser ensemble. D'abord, il a un adversaire ici, qui est un adversaire inattendu, quand on connaît les filiations intellectuelles de Pascal. L'adversaire, c'est Saint-Augustin. Pascal fait partie des augustiniens, mais dans cette formulation, on doit travailler pour l'incertain. Il y a un sermon de Saint-Augustin, qui est le sermon 70, un très beau sermon, que je vous invite à aller chercher sur Internet, il est très facile à trouver, où le grand-père de l'Église, le père de l'Église, le père latin de l'Église, saint Augustin, se moque de tous les hommes qui travaillent. Alors travaillent au sens vraiment le plus XVIIe siècle du terme, le plus étymologique, c'est-à-dire qui se pourrissent l'existence, qui se détruisent. Pourquoi? Pour obtenir des résultats qui sont des résultats assez inconsistants. Donc saint Augustin, il voit quelque chose comme une marque de l'incohérence humaine. Alors il donne plusieurs exemples qui sont assez savoureux. Le soldat qui use sa vie au milieu des guerres horribles, le marin qui affronte des tempêtes, le chasseur qui, pour des proies aléatoires, s'expose aux intempéries, et même, assez savoureux, peut-être totalement hors de propos aujourd'hui dans un pays comme la France, l'écolier qui subit les tourments et les coups de ses maîtres et qui est prêt à un immense travail. Pourquoi? Pour un diplôme, pour une carrière, pour quelque chose dont il n'est absolument pas assuré. Et donc, ce qui est très important
dans ce texte de Saint-Augustin, c'est que cette notion de travail n'est pas seulement une occupation, un métier, mais une torture auto-infligée. Donc, on se détruit la vie pour un résultat qui est un résultat aléatoire. Eh bien, Pascal prend le contre-pied de Saint-Augustin en disant « on doit travailler pour l'incertain et il n'y a que pour l'incertain qu'il vaille la peine de travailler ». Alors la deuxième question, que je vais probablement pas avoir le temps de développer avant d'avoir les gros yeux de notre modératrice, que j'espère modérer, qu'est-ce que l'incertain ? Et c'est là que les choses deviennent un peu plus techniques. Et c'est là, je pense, que le dialogue deviendra, en tout cas pour moi, fécond, indéniablement. Qu'est-ce que l'aléa pour Pascal ? Qu'est-ce qu'il appelle l'incertain ? Et là, il me semble que le travail de la critique n'est pas terminé. Alors, on a volontiers fait de Pascal, vous le savez tous, une sorte de père fondateur, de grand ancêtre des probabilités. Alors, Pascal refuse absolument d'utiliser le terme de probabilité. À cela, on pourrait répondre oui, parce que le terme n'existe pas encore, il va s'établir. Ben si, le terme existe. Alors on me répondra, oui, il existe, mais il est réservé aux jésuites. Voilà. Donc la probabilité, c'est l'horreur. Pardonnez-moi, hein, on est en milieu port-royaliste ici. Hein. La probabilité, c'est l'horreur. C'est ce qui permet de tout rendre incertain. C'est intéressant. Pour un jésuite, toutes les règles, grâce à la probabilité, vont devenir des incertitudes. Et dans un climat complet d'incertitude, on va recueillir une totale liberté morale. Mais je remarque quand même, j'ai pris là, je crois que je suis venu avec la citation, juste au moment de la mort de Pascal, dans un texte qui est très inspiré par Pascal, qui est la logique de Port-Royal, dans un des chapitres pascaliens de la logique de Port-Royal, on est en 1662, le mot de probabilité est bien prononcé dans le sens qui est le nôtre. Pour juger ce que l'on doit faire, lit-on dans la logique de Port-Royal, pour juger ce que l'on doit faire pour obtenir un bien ou pour éviter un mal, il ne faut pas seulement considérer le bien et le mal en soi, mais aussi la probabilité qu'il arrive ou n'arrive pas. Donc finalement, il n'y a pas tellement à traduire ce texte pour le mettre dans notre langage à nous. Hein ? Donc là, on est exactement l'année de la mort de Pascal, dans un texte inspiré par Pascal. Alors pourquoi Pascal ne veut pas de ce terme de probabilité ? Bon, bien sûr, à cause de sa connotation jésuite, mais sans doute, et c'est là, je crois, que j'arrive à la première idée de mon propos, sans doute d'une manière très importante, c'est à cause de la conception qu'il se fait de l'aléa. Et là, c'est une chose sur laquelle il me semble qu'il faudrait s'arrêter davantage. Comment Pascal peut-il écrire dans l'adresse à l'Académie parisienne de mathématiques, qui date de 1754, donc juste avant la nuit de feu, comment peut-il écrire que faire le parti des jeux, c'est là où il parle de la aléae géométriale, ce titre stupéfiant de géométrie du hasard, comment Pascal peut-il écrire que faire le parti des jeux, c'est faire une composition du hasard dans les jeux qui lui sont soumis. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point qui est complexe, et pour conclure, je donne juste deux idées. Première idée, tous les travaux de Pascal sur le hasard reposent à partir de la règle, à partir du problème de Fermat, sur une interruption. On peut examiner le hasard, quand on est Pascal, au moment où le hasard est coupé par une espèce d'arrêt sur image. Vous voyez, si vous comprenez, pour nous, la métaphore est éclairante. Donc, ce qui permet aux géomètres, nous on dirait aux probabilistes maintenant, de comprendre quelque chose du hasard, c'est le moment où le jeu s'arrête. Et donc, deuxième idée, il y a pour Pascal, dans le hasard, un élément de certitude qui est en train de l'emporter sur l'élément aléatoire. Il y a une sorte d'étrange composition, et ça c'est un point sur lequel il faudrait qu'on rediscute ensemble, je me contente de lancer là la discussion. Il y a à composer
le hasard pour voir de quelle manière le hasard reflue dans une activité qui va se conclure par la certitude. C'est toujours sur fond de certitude. Une certitude est faite de hasard. Et on pourrait dire, je reconnais que tout cela reste un peu métaphorique dans ma manière de le présenter, mais je peux en parler de manière plus technique dans un instant. On peut dire que toute certitude est une progressive échappée au hasard. Donc, il est indispensable de travailler pour l'incertain. Il n'y a que pour l'incertain que l'on doit travailler. Et, ça sera mon dernier mot, Pascal va assez loin, puisqu'il considère que Dieu lui-même, la religion, est un incertain. Alors, pas de la manière assez sotte dont on a résumé le pari de Pascal, mais de la manière profonde dont rien de ce que fait l'homme se fait en dehors de l'incertain. On n'agit que pour l'incertain. Donc, je m'arrête, travailler pour l'incertain, c'est pour Pascal une espèce d'éclairage métaphysique et social absolument fondamental et paradoxal. Merci Laurent. Je passe la parole à Pierre-Charles Pradier, qui théoriquement a installé son PowerPoint. Merci Annie. Alors Laurent a déjà commencé à préciser les termes pascaliens en rappelant que Pascal ne parle pas d'aléa mais d'incertain, ne parle pas de probabilité. Mais alors dans les termes de Pascal, on a des hasards, parfois on a des cotes. Et puis il ne parle pas non plus d'espérance mathématique alors qu'on lui attribue la règle de l'espérance. Mais le terme n'apparaît, comme l'a fait remarquer Annie, que sous la plume de Huygens en 1657 dans des Ratiochinis illudo eleae. Alors il ne parle pas d'espérance. Pourtant, c'est de cette manière que nous décrivons aujourd'hui la règle des parties. La nuance entre notre espérance et ce que Pascal voit comme règle des parties n'est pas qu'une affaire lexicologique, j'entends. C'est pas qu'une... Oui, merci. Excusez-moi, la mise en page a été un peu perturbée. Non, merci Annie. Tout va bien. La mise en page a été un peu perturbée par le passage du Mac au PC, mais on s'y retrouve. Donc, pardon. Voilà, l'espérance, le terme apparaît sous la plume de Huygens, mais pas de Pascal qui parle de règle des parties. Et donc, si on fait la distance, c'est pas, si je fais la distinction, c'est pas juste pour tortiller sur le mot qui est employé, mais c'est parce que cette nuance, elle est peut-être substantielle. Pourquoi est-ce qu'elle est substantielle ? Eh bien, par exemple, si on considère les deux interprétations possibles de la règle des parties. La première, d'ailleurs, vous avez détaillé ces deux interprétations. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation qui va de soi, qui est l'exposé de la règle des parties dans la correspondance avec Fermat. Concrètement, on arrête un jeu de hasard avant la fin. Et pour savoir comment on va répartir les mises entre les participants au jeu, l'hypothèse essentielle qu'on fait, c'est que les participants au jeu sont à égalité. C'est une hypothèse qui ne va pas complètement de soi, surtout dans la société dans laquelle vit Pascal. D'ailleurs, on va apprendre un peu plus tard que quand on met dans un même carrosse des personnes de conditions égales, ou même inégales plutôt, ça ne se passe pas forcément bien. Et le carrosse ne peut pas forcément avancer. Donc, mettre les participants à un jeu sur un pied d'égalité, ça va de soi pour nous, ça va beaucoup moins de soi pour Pascal, et c'est ce qui lui permet d'arriver au parti, qui consiste à dire qu'on va remettre à chacun des participants au jeu son espérance mathématique. Quand on passe au pari, en revanche, bien sûr que nous, on va considérer que le pari, il faut décider en fonction de la stratégie qui va donner l'espérance mathématique la plus élevée. Sauf que, et donc on a l'impression que c'est la même règle. Et d'ailleurs, vous le disiez, Laurent, dans cette pensée où Pascal dit qu'il faut qu'on travaille pour l'incertain, c'est en raison de la règle des parties qui est démontrée. Or, la règle des parties, elle est démontrée certes, mais pas dans un contexte de décision, dans un contexte de répartition. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un contexte de répartition à un contexte de décision ? Pascal n'explique pas pourquoi la même règle s'emploie dans un contexte différent. Il n'explique tellement pas qu'en fait, les lecteurs immédiats de Pascal ont bien vu la nuance entre ces deux contextes et se sont permis de douter de l'application de la règle des parties dans un contexte de décision. Et pour montrer le problème que ça pouvait poser, ils ont eu recours à un jeu qui a été proposé par Pierre-Raymond de Montmort,
Ce jeu est devenu célèbre sous le nom de paradoxe de Saint-Pétersbourg, mais alors pour une raison un peu adventiste, qui est qu'en fait, Daniel Bernoulli a publié sa réponse à ce jeu, ou sa solution à ce jeu, ou à l'énigme que posait ce jeu, dans les commentaires de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg est le lieu où une des solutions a été publiée. Mais ce qui est important, c'est que ce jeu se donne essentiellement comme une critique de la règle des parties. Alors pourquoi critique de la règle des parties ? Parce que le jeu est le suivant. Pierre propose à Paul de lancer une pièce de monnaie et de continuer à la lancer tant que pile ne sortira pas. Si pile sort au premier coup, le jeu s'arrête et Pierre va donner à Paul un écu. Si pile sort au deuxième coup, le jeu s'arrête évidemment et Pierre va donner à Paul 2 écus. Si pile sort au troisième coup, Pierre va donner à Paul 4 écus et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on joue n coups, donc on fait n-1 fois croix ou face et la dernière fois à pile, bien, en fait, le banquier, Pierre, donne à Paul, le joueur, une somme qui est 2 puissance n-1, n étant le nombre de coups. Et la question que pose Montmort, et puis en fait tous les géomètres du XVIIIe siècle à sa suite, c'est quelle est l'espérance de Paul, ce qu'on dit en latin scientifique de l'époque, de queritur sors poli, on demande le sort de Paul, et donc l'espérance mathématique du joueur. L'espérance mathématique du joueur, c'est qu'on a une chance sur 2 de jouer pile, donc de gagner un écu. On a ensuite une chance sur 2 fois une chance sur 1, une chance sur 4 de jouer pile au deuxième coup et donc de gagner 2 écus. Et puis ensuite une chance sur 8 de gagner 4 écus, une chance sur 16. Et en fait, on a une magnifique série géométrique. Alors, il y a un problème dans le problème qui est qu'on ne sait pas si on a le droit d'écrire une série géométrique infinie. Bon, ça c'est la question de l'écriture des quantités divergentes. Mais ce qui heurte plus, évidemment, ce qui heurte non seulement les géomètres, mais aussi, et non seulement pour des raisons formelles, mais aussi tous les honnêtes gens qui réfléchissent à cette question, c'est que cette espérance mathématique est infinie. Et donc, il faudrait, si on applique la règle des parties, miser l'infini pour être à égalité avec celui qui a le droit de jouer. Enfin, il faudrait, pour mettre le joueur et le banquier à égalité, que le joueur paye l'infini, puisqu'il va espérer un gain infini. À ceci près quand même qu'on voit que, en fait, on n'a qu'une chance sur 16 de récupérer 16 ou plus. Pourquoi une chance sur 16 ? Parce qu'on voit une chance sur 32 de récupérer 16, mais une chance sur 64 d'avoir 32, une chance sur 128. Donc on a en fait une chance sur 16 de récupérer 16 ou plus, une chance sur 32 de récupérer... Et en fait, on a une chance sur la mise de récupérer la mise. Donc il faudrait miser l'infini pour avoir une chance sur 1000 de récupérer 1000 ou plus. C'est ça qui met en difficulté tous les observateurs de ce jeu de Pétersbourg, qui vont formuler essentiellement 2 critiques. Alors, celui qui va la formuler de la manière la plus explicite, c'est d'Alembert, qui va dire 1000 probabilités ne feront jamais une certitude. Concrètement, on nous demande de miser l'infini pour une espérance, certes infinie, mais avec une probabilité, comme on l'a vu, très faible, de récupérer une mise, quelle qu'elle soit. Enfin, évidemment, si la mise c'est 1, on la récupère de manière certaine, mais déjà si la mise c'est 2, on n'a plus qu'une chance sur 2 de la récupérer, et ainsi de suite. Donc qui accepterait de miser l'infini, si tant est que ça ait un sens, pour une probabilité faible de récupérer même une faible partie de cet infini? Puis il y a une deuxième critique qui va être faite par Bernoulli, qui remarque qu'en fait, la raison pour laquelle on accepterait de miser l'infini, c'est une affaire de justice. C'est-à-dire que, de même que ce qui a prévalu à l'édification de la règle des parties, c'est de mettre les 2 joueurs à égalité, eh bien là, si on doit tenir la règle des parties dans ce cas-là, c'est en raison d'une norme de justice que Bernoulli dit en disant « non judicia sed consilia danda sunt », il ne faut pas rendre un jugement, mais donner un conseil. Et quel conseil ? Vous le saurez en écoutant l'intervention de Bertrand Munier, qui va me suivre, qui va montrer à quel développement l'objection de Bernoulli nous a amené. Pourtant, il paraît aujourd'hui tout à fait censé de continuer à suivre la règle de Pascal. Alors évidemment pas dans tous les domaines, c'est en particulier pas quand on est face à un jeu unique, et pas quand la norme de justice n'a pas de sens dans le problème de décision qui est considéré. En revanche, typiquement, les cas où les tirages sont répétés et où la norme de justice se pose, c'est par exemple les situations qui sont couvertes par l'assurance. Et dans les situations qui sont couvertes par l'assurance, on va faire la différence entre ce qui est le cœur du tarif qu'on vous fait payer, qu'on va appeler la prime pure, qui est l'espérance mathématique. Et donc, la prime pure des assureurs continue d'être déterminée selon la règle des parties, enfin, selon la règle de l'espérance, mais qui est la généralisation de la règle des parties de Pascal. Et puis, on ajoute à cela des chargements parce que les assureurs doivent payer leurs salariés. On ajoute à ça des taxes et on arrive au tarif. Mais donc, ce qui peut faire penser qu'un assureur vous fait payer trop,
c'est que la prime pure est très supérieure à l'espérance mathématique du sinistre contre lequel il doit vous couvrir. Donc la règle de Pascal reste opérante dans un cas de décision de la vie de tous les jours, qui est celui de la tarification de l'assurance. L'assurance à condition qu'on parle de risques répétés, puisqu'il y a aussi de l'assurance où les risques ne sont pas répétés, c'est les grands risques, et dans ce cas-là, ce n'est pas l'espérance qui va faire la loi, c'est la capacité. Voilà, merci Annie. Donc j'ai effectivement presque terminé. Je voudrais rappeler qu'en fait, c'est pas dans le sillage de l'assurance, en fait, toute la finance qui roule sur une évaluation des contrats aléatoires prend la règle des parties, ou du moins la règle de l'espérance mathématique pour guide, en tout cas pour référence. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être moins évident, mais on va y arriver. Stehtens, wenn richtig gerechnet ist, donc quand on calcule correctement, die Erwartung ist auf beiden Seiten gleich, l'espérance doit être la même des deux côtés. Là, il s'agissait de résoudre un problème très précis qui était le sort des veuves dont les maris avaient cotisé dans une caisse de veuves. Et il s'agissait, après la faillite de la caisse des veuves, comment est-ce qu'on allait continuer à assurer l'égalité des espérances entre les parties. Bachelier, qui fait la première évaluation d'un produit dérivé, c'est-à-dire les options sur obligation, explique que les espérances mathématiques de l'acheteur et du vendeur sont nulles, c'est-à-dire qu'elles doivent être égales. Et même ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'évaluation d'actifs pose tout simplement qu'il faut que l'espérance de la valeur des produits soit égale la valeur des produits financiers doit être égale à l'espérance de leur paiement pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage, c'est-à-dire pour tout simplement que personne ne s'enrichisse au détriment des autres. Donc le cadre pascalien, même s'il n'est plus universel, est resté général dans le domaine de l'assurance et de la finance. Merci Pierre-Charles. Bertrand Munier va assurer la troisième et dernière intervention de cette première table ronde. Merci. Je vais repartir de l'idée de tirage unique ou de répétition, comme Pierre-Charles l'a évoqué. Alors, je voudrais quand même dire qu'il y a, à mon sens, un triangle économique de Pascal. Qu'on fait pour... Non, c'est pas ça. Pour avancer, tu fais comment? Ah, ici, je suppose. Oui, d'accord, voilà. Il y a un triangle économique de Pascal qu'on peut définir de la façon suivante. Vous avez trois textes fondateurs, la règle des parties, le traité du triangle arithmétique, et puis le pari beaucoup plus tard. Or, à mon sens, si Pascal est initiateur de quelque chose, c'est par la confrontation 2 à 2 de ces travaux. Par exemple, vous confrontez la règle des parties et le pari et vous en tirez qu'il y a quelque chose dans les conséquences qui n'est pas un gain monétaire, donc il faut autre chose. Si vous confrontez la règle des parties et le triangle arithmétique, tout ce qui a été dit par notamment Villeroy de Gaillot sur l'espérance et que vient de relativiser Pierre-Charles est évoqué, j'en dirai donc rien. Et puis, si vous confrontez le triangle arithmétique et le pari, vous voyez bien qu'il y a l'idée de probabilité subjective qui émerge. Juste un mot sur les successeurs de Pascal, si on peut dire ça, sur la probabilité subjective. L'important, c'est de voir qu'après la fin du XVIIIe siècle, il ne s'est plus rien passé jusqu'à 1936, pratiquement de majeur dans ce domaine. Et pourquoi ? Parce que, précisément, c'est le fait que la décision de l'entrepreneur, alors je ne parle plus de l'assureur cette fois-ci, mais de l'entrepreneur, c'est une décision unique. Et c'est pour ça qu'au XXe siècle, on s'est préoccupé de la théorie de l'utilité espérée. Parce que là, on est dans la décision unique. Il n'y a pas deux décisions d'entrepreneur qui soient les mêmes. On va dire la même chose sur l'utilité espérée. Voilà les grands noms. Je vais en parler un tout petit peu plus. Vous voyez qu'on repart de Daniel Bernoulli, 1738, et puis après, on arrive à la théorie des jeux, à Morgenstern et von Neumann, et puis Savage, et je dirais un petit mot de Maurice Allais aussi, même en grand. Alors, les comportements face au risque dans les années 50
repartons brièvement de Daniel Bernoulli, 1738. Ce que dit Daniel Bernoulli pour essayer de résoudre le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est « Ah oui, mais c'est parce que la règle des parties est juste, mais il ne faut pas mettre que les gains, il faut mettre la perception du gain, et il appelle ça emolumentum, et c'est ça qui sera traduit par utilité plus tard au XXe siècle. Et alors, si il donne deux règles pour calculer l'emolumentum, dans lesquelles je ne rentre pas ici, et ces deux règles permettent de dire que c'est simple, on part du gain x, i, et vous avez une fonction log linéaire pour calculer l'emolumentum. Et dans ce cas, il n'est pas très difficile de voir que si vous avez une fonction logarithmique, évidemment, l'espérance mathématique qui était infinie devient finie. Et la conclusion de Daniel Bernoulli, c'est de dire « Ah, il y a un type qui a accepté de vous donner 20 ducats pour jouer à ce jeu. Dis donc, il doit être drôlement riche, ce mec, parce que c'est vraiment pas très raisonnable. » Bon. Alors, j'en viens au XXe siècle. L'histoire est courte. Ce qui n'a pas plu là-dedans, c'est que Daniel Bernoulli définit son utilité sur chaque gain. Mais si vous définissez sur chaque gain, ça veut dire que ce n'est pas du risque, puisque le gain, vous pouvez prendre un gain certain, vous dire c'est plutôt une perception du revenu. Vous évoquez les lois de Weber-Fechner sur la perception décroissante. Mais alors, ça a une conséquence, c'est vrai, pour l'espérance mathématique, mais ça n'est pas en soi un concept qui sort du risque. Donc von Neumann a dit non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut définir l'utilité sur l'ensemble de la distribution. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, il y a une fonction, j'ai noté ici grand U, mais grâce à un axiome qui est un peu scélérat et qui fera couler beaucoup d'encre au XXe siècle, on peut tirer de ça que en fait, l'expression est une expression d'espérance mathématique d'une fonction petit u qu'on appelle l'utilité neumannienne. Le grand intérêt de l'utilité neumannienne, c'est qu'on sait comment extraire l'utilité neumannienne de chacun d'entre nous grâce à un protocole bien fait de questionnement. Et donc, du coup, ça peut nous aider à conseiller quelqu'un, non pas en fonction de nos préférences, mais des siennes, ce qui, évidemment, est fort important. Le débat dans les années 50, c'est que, en fait, on s'aperçoit que accroître les chances de 1% de gagner un gros lot, c'est pas du tout la même chose si vous êtes dans une situation où vous avez 20% de chances de gagner le gros lot ou si vous avez 99% de chances de gagner le gros lot. Car si vous avez 99%, ça veut dire que vous allez accéder à la certitude. Et on voit le thème de Laurent réapparaître. Voilà la certitude qui va faire place complètement à l'incertitude, prendre toute la place de l'incertitude. Du coup, si c'est vrai, et l'expérimentation a permis de tester que c'était vrai, alors on ne peut pas avoir une espérance mathématique. Ça ne peut pas être linéaire en probabilité, comme on a dit. Le débat s'est perdu. Alors, ceci a été mis en avant par Maurice Allais dans une expérimentation célèbre des années 50, qu'on appelle le paradoxe d'Allais, et qui a été répété des milliers de fois, je dois le dire, à travers le monde, par des ingénieurs, par des psychologues, par des mathématiciens, etc., et qui donne à peu près toujours le même résultat, c'est que entre 45 et 65% des gens n'ont pas eu des préférences qui soient, comment dirais-je, compatibles avec une règle d'utilité espérée. Dans les années 50, le débat s'est perdu dans des considérations byzantines. Personne n'a compris que c'était tout simple. C'est pas linéaire, point barre. C'est aussi simple que ça. Alors on a discuté sur ah oui, mais c'est parce que l'utilité machin, parce qu'il a pris des montants très élevés, parce que etc. Mais tout ça n'a rien à voir avec le problème. Le problème, c'est juste que c'est pas linéaire. Bon. Alors dans les années 80, on s'est dit bon, sous ça, il y a eu plein d'autres
expérimentations qui ont confirmé que ce n'était pas linéaire. Puis dans les années 80, on s'est dit, bon, bah, c'est très bien, mais enfin, il faudrait peut-être se dire, arrêter des contre-exemples et essayer de construire des modèles. Alors, on a construit... alors, je voudrais dire simplement, là-dessus, je n'irai pas plus loin, que le contre-exemple, si vous regardez la règle des parties, la règle de choix de Daniel Bernoulli ou la règle d'utilité espérée de von Neumann-Morgenstern, aucune de ces règles ne vous permet, et c'est normal, elles sont toutes linéaires, de récupérer le résultat de l'expérimentation du paradoxe d'Halley. Alors j'en viens peut-être sur les choses plus positives. En fait, ça veut dire que les gens transforment les probabilités. Alors ici, je vous ai donné un graphique qui montre comment quelqu'un, j'ai licité sa fonction de transformation de probabilité, ça on sait le faire aussi, avec un logiciel que j'avais conçu à l'époque. Alors, il faut interpréter ce graphique de façon simple. En abscisse, vous avez les conséquences à partir de la meilleure jusqu'à la moins bonne. Et puis, en ordonnée, vous avez les poids qu'on va substituer... vous avez les probabilités en abscisse des conséquences de la meilleure à la moins bonne, et puis vous avez le poids qu'on va substituer aux probabilités en ordonnée. Alors vous voyez que la fonction, elle a la forme de ce S inversé, et vous voyez que pour les probabilités, j'ai pris arbitrairement 0,1, pour les meilleures conséquences, on va donner un poids très supérieur à la probabilité, un poids de décision qui va se substituer à la probabilité, et pour la pire des décisions, on va faire exactement la même chose. Cette courbe est typique, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais, et je vais pouvoir terminer ici, dans les temps de la présidente, une des caractéristiques importantes, c'est que nous surpondérons les événements extrêmes. Or, ça a permis de comprendre beaucoup de choses qu'on ne comprend pas avec l'utilité espérée. Par exemple, vous avez des gens qui achètent des billets de loterie et des contrats d'assurance en même temps. Et ça, si vous avez une utilité espérée, c'est incompréhensible. Parce qu'il faut avoir une fonction d'utilité concave ou convexe, mais on ne peut pas avoir les deux. Alors, il y avait un article célèbre de 48 de Savage et Milton Friedman qui essayait de tirer ça extrêmement compliqué, qui n'était absolument pas convaincant. En fait, avec une utilité dépendante du rang, comme le modèle d'Halley est aujourd'hui établi sous d'autres noms, c'est simple, c'est que la surpondération n'est pas du même côté. Avec un billet de loterie, vous avez une surpondération parce que d'un lot extraordinaire, tandis qu'avec un contrat d'assurance, c'est l'inverse, c'est avec la perte. Et donc, c'est ça qui explique que vous puissiez parfaitement faire les deux. Ce qu'on appelle l'equity premium puzzle, qui est une anomalie sous utilité espérée, mais quand vous savez que le profil de la distribution des gains sur les actions, c'est que vous avez une très longue queue de probabilité du côté des pertes et que vous n'avez pas la même chose du côté des gains, ça explique que les gens sous-évaluent en quelque sorte, si vous voulez, la valeur actuarielle de l'action et du coup, ils exigent une prime de risque supplémentaire si on veut qu'ils achètent des actions. D'où le fait que les actions ont une prime de risque qui est supérieure à ce que la théorie de l'utilité espérée découlant de la règle des parties pourrait imaginer. Enfin, je termine par un truc. Nos sociétés ont une demande de sécurité qui est extravagante. Et très souvent, nous accusons nos compatriotes de vouloir être des assistés, des gens qu'on poupoune. Mais en réalité, réfléchissons une seconde. Quand vous vouliez aller de Paris à Clermont-Ferrand au XVIIe siècle, vous aviez une certaine chance d'arriver dans les conditions que vous souhaitiez. Cette chance était modérée, malgré tout. Aujourd'hui, la chance de ne pas arriver dans les conditions que vous souhaitez, c'est pratiquement 10 puissance moins 4 ou quelque chose comme ça. Et là, nous sommes proches de la certitude et nous exigeons une prime de risque bien supérieure. Notre aversion au risque, c'est tout à fait conforme au modèle. Alors, la leçon, et c'est la conclusion, la leçon, c'est que, contrairement à ce que disent
les financiers, le risque n'est pas que variabilité. C'est autre chose. Ce n'est pas seulement la variance, c'est aussi l'asymétrie de la distribution et, de façon plus générale, ce qu'on peut appeler la structure du risque auquel on fait face. Merci beaucoup. Bien, il nous reste un peu de temps pour la discussion. Cette première table ronde a illustré deux aspects de la théorie des probabilités. J'ai apporté un livre que je vous conseille de lire de Ian Hacking, The Emergence of Probability, où il dit qu'en fait, depuis le début, c'est-à-dire depuis avant Pascal, il y a une logique numérique ou mathématique et une logique épistémique. Laurent nous a parlé de la logique épistémique, Pierre Charles et Bertrand de la logique numérique. Et comme le disait Laurent joliment dans sa conclusion, il nous faut maintenant progresser ensemble. Qui demande la parole ? Oui. Alors, ce qui me... c'est absolument passionnant, hein, cette question du risque qui ne dépend pas de la variabilité. Voilà, bon, ça c'est... Je me demande de plus en plus, à force d'avoir travaillé sur le pari de Pascal, je me demande s'il n'y a pas une petite erreur de regard dans la mesure où le texte est considéré comme la possibilité d'un investissement dans un contexte extrêmement aléatoire et où on approche de très grands nombres. Donc on entre en plein dans les dysfonctionnements que vous venez, en tout cas dans les bizarreries mathématiques que vous venez d'évoquer. Or, Pascal fait très attention, et c'est pour ça que je voulais insister sur l'idée d'interruption, et que théoriquement, j'essaie de dire les choses vite, c'est pas commode, théoriquement, la règle des parties, telle qu'elle est énoncée dans la correspondance avec Fermat, et telle que c'est repris dans le triangle arithmétique, voudrait que ça soit exactement équivalent de sortir d'un jeu avec une certaine somme ou de miser cette somme pour entrer dans le jeu. On est d'accord. Si le calcul est juste, ça revient exactement... Ouais, je suis trop long. Dans le pari, c'est pas ce qui se passe. Dans le fragment infini-rien, il ne s'agit pas d'entrer dans un jeu, il s'agit simplement de sortir d'un jeu. On ne demande à personne de parier. Et ça, c'est un point qui me paraît absolument fondamental. On a pris l'habitude de considérer le pari comme un investissement. Donc, un investissement pour une chance probablement faible, éventuellement faible, d'obtenir un gain ahurissant, une éternité de vie éternellement heureuse. Le problème qui se pose dans ce texte, c'est vous êtes déjà dans le jeu, vous êtes déjà embarqué. Il ne s'agit pas pour vous de miser, il s'agit de savoir qu'est-ce que vous obtenez en échange de la chance que vous renoncez à courir. Et il me semble que là, c'est un autre élément du débat qui est peut-être un autre facteur d'asymétrie. Peut-être, pour reprendre un petit peu la logique de votre propos, une certaine forme de dysfonctionnement de la perception mathématique spontanée. En tout cas, ça permet à Pascal de prononcer cette parole qui a été beaucoup trop peu réfléchie par la critique. Cela ôte tout parti. Dans le pari, dans le fragment infini-rien, la règle des parties est mise dans l'incapacité de fonctionner. Voilà. Et donc, ça interdit de traiter de la même manière, enfin, de mettre en parallèle trop brutalement les élaborations du triangle et de la correspondance avec Fermat, avec l'exploitation qui en est faite dans le fragment infini-rien. Puisque là, il s'agit de savoir comment se comporte un agent dans un jeu auquel il participe et qu'il envisage de quitter. L'idée étant que ce comportement n'est pas strictement comparable à celui d'un agent qui entrerait dans un jeu au même moment. Oui, alors, mon sens, c'est pas que le comportement n'est pas strictement comparable, c'est simplement que dans le cas de la règle des parties, Pascal croit pouvoir déterminer les probabilités, et d'ailleurs on pourrait en parler longuement, parce que derrière le mot probabilité, nous aujourd'hui nous mettons tellement de choses différentes qu'on arrive à dire des sottises, mais
en tout cas, Pascal pense pouvoir déterminer des probabilités dans les conditions du jeu de Méret, mais tandis que dans le pari, les probabilités, il n'y en a pas, parce qu'on ne sait pas, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que la règle des parties ne peut pas s'appliquer. Alors, voilà, première réponse. Après, je crois que ça amène à dire, oui, mais alors, s'il n'y a pas de probabilité... comment on fait pour s'en sortir. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est juste de signaler que dans l'un des slides que j'ai passé tellement vite que vous n'avez peut-être rien vu, sur la probabilité subjective, les 1713, Jacques Bernoulli s'est interrogé précisément sur ce problème. Qu'est-ce que je peux mettre à la place puisque ça n'existe pas. Et là, Jacques Bernoulli, dans un livre absolument incroyable, où la première partie, pratiquement, il refait le triangle arithmétique, et puis après, il se dit, oui, mais alors, quand je suis un juge et que j'ai un coupable devant moi, comment est-ce que je décide s'il est coupable ou pas? Alors, il rappelle les exactions du Moyen-Âge avec les tortures, les ordalies et tout ce qui s'ensuit, et puis il essaye de déterminer une norme de conduite. Alors, comment est-ce qu'on se sert de l'incertain? Ce que nous appelons l'incertain aujourd'hui, c'est le cas où il n'y a pas de probabilité précisément. C'est le pari. Hein. Là, on est totalement dans l'incertain parce qu'on n'a pas les probabilités. Alors, comment on fait? Alors, on a inventé une probabilité subjective dont je n'ai pas parlé ici parce qu'on ne peut pas parler de tout surtout en 10 minutes. Mais pour Pascal, moi, il me semble qu'à ce moment-là, ce que je retire de Pascal, c'est que quand on est dans l'incertain radical, alors c'est les principes d'analyse qu'il faut respecter et il faut respecter des principes qui sont probablement différents suivant les domaines dans lesquels on est. Et évidemment, la formulation du pari, c'est bien connu, ne s'adresse qu'aux libertins. Il ne s'adresse pas à des gens croyants. Il veut essayer de convaincre que si même on n'a pas le cœur qui permet de rencontrer Dieu, alors on doit avoir au moins une raison d'adhérer à la religion, parce que finalement, c'est quand même l'intérêt. J'ai 2 autres questions, un peu suscitées, je dois dire. Marc et Tony. Marc, tu commences? Non, on va faire passer un micro. Donc une question un peu suscitée. Je voulais simplement poser la question de la différence entre les approches descriptives ou positives du comportement dans le risque et les approches normatives. Qu'est-ce qu'il est rationnel ou optimal de faire dans ces cas-là? Et je me demandais si on pouvait interpréter Pascal comme observateur des comportements dans certains cas et comme énonciateur de principes normatifs dans d'autres cas. Est-ce qu'on prend les 2 questions en même temps, peut-être? Merci. Ce serait une question pour Laurent, en fait, puisque il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais le problème, c'est moi, évidemment, hein, ce n'est pas toi. Mais les probabilités, donc, effectivement, Pascal invente le calcul des probabilités pour répondre à une requête de son ami Méret, je crois, qui lui demandait si on interrompt le jeu, comment on partage les gains. Bon. Mais le pari ne transpose pas tout à fait cette situation-là, me semble-t-il, puisque Pascal propose quand même au libertin ou à son lecteur une situation où il est forcé de jouer, non pas d'interrompre le jeu, mais de jouer. Si vous êtes forcé à jouer, il faut parier. Et c'est la raison pour laquelle ta représentation du pari comme moment où le jeu s'interrompt, j'ai du mal à voir comment le texte le permet, mais je ne doute pas que tu vas me répondre. Alors, qui prend la question de Marc? Bon. Alors, vous prenez la question de Tony. Qui prend la question de Marc, qui peut s'adresser à tout le monde? Merci Annie. Juste 2 mots. C'était le sens de la citation de Bernoulli que je n'ai pas développé plus que ça, mais quand Bernoulli dit « c'est pas de jugement, mais de conseil qu'il s'agit », il rend explicite la distinction entre ce qui est du domaine du jugement. Évidemment, le jugement, il est fait en fonction d'une norme, et en l'occurrence d'une norme de justice. Le conseil, il est fait en fonction
de celui à qui on conseille, qui est la norme de jugement. Et donc, on demande à celui qui demande le conseil comment il veut qu'on le conseille. Alors, on peut dire oui, non. On oppose une norme de justice et une norme de raison. Qu'est-ce que c'est que cette norme de raison? Ça peut être le principe de rationalité des économistes, mais ça peut aussi être, comme le proposait Bertrand, on observe des choix qui ont été faits auparavant par une personne, et on lui dit, pour être cohérent avec tes choix, tu devrais choisir comme ça. De cette manière, on applique une norme de raison aux choix passés observés. Mais en tout cas, il est certain que si Pascal est économiste, c'est parce qu'il nous met bien en situation de nous demander de quelles normes on parle et comment est-ce qu'on articule ces normes avec ce qu'on observe. Merci Pierre-Charles. Oui. Juste un petit mot sur ce point, mais après je réponds à Tony. Je pensais, en vous écoutant tout à l'heure, au texte que vous connaissez sûrement de Buffon sur l'utilité morale. Voilà. Et donc, depuis le début, et chez Pascal même, il y a le sentiment que si l'on n'était pas forcé à jouer, on serait tout à fait fondé à ne pas jouer, quel que soit l'avantage du jeu. Je trouve ça, c'est très intéressant dans le propos de Pascal, c'est de ne pas partir de l'idée que parce que vous avez une espérance, une valeur mathématique particulièrement favorable, une valeur d'attente particulièrement favorable, qu'il faudrait donc, dans ces conditions, si vous étiez un acteur rationnel, que vous jouiez. Pascal comprend très bien qu'on refuse de miser 500 € pour gagner 10 000 € à 3 chances sur 4. Parce que j'ai aucune envie d'avoir la moindre chance de perdre mes 500 € dont j'ai vraiment besoin pour faire vivre ma famille. Donc Pascal a d'emblée pensé... Alors, ça rend le pari. Pourquoi je dis ça? Parce que ça rend le pari très, très étrange. Pas dire. Quand vous êtes forcé à jouer, vous auriez tort de ne pas jouer. La formulation est inepte. Si on est forcé à jouer, le problème ne se pose plus. Si on est forcé à jouer, on joue. Donc, que veut dire Pascal exactement? Puisque vous êtes pris dans un jeu, la seule question qui se pose à vous est de savoir si vous décidez de rester dans ce jeu, vous décidez de quitter ce jeu. Et la règle des parties, il s'agit de bien... Pour Pascal, c'est une règle qui est une évaluation, alors là je pense qu'on est d'accord autour de cette table, qui est une évaluation de l'aléa. Donc qui permet à un moment donné de rendre équivalent une chance aléatoire, de rendre équivalente une chance aléatoire et une prime. Ça pourrait être une prime d'assurance, ça pourrait être n'importe quelle prime. Au lieu de jouer, au lieu d'avoir une espérance, je l'échange contre 44 pistoles. J'estime que mon espérance vaut 44 pistoles. Et après, c'est à moi de choisir. Est-ce que je prends ces 44 pistoles ou est-ce que je dis non, je cours la chance et je préfère aller plus loin. Donc, dans le pari, la situation est bien celle de la règle des parties, puisqu'il s'agit de calculer ce que je retire si je quitte le jeu. Et la proposition de Pascal, c'est ce que je retire, c'est rien. Donc je peux quitter le jeu, évidemment, mais je peux quitter le jeu pour obtenir rien. Donc que veut dire le comportement d'un agent économique, quel qu'il soit, qui est prêt à échanger une chance, quelle qu'elle soit, pour obtenir la certitude de rien? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une aversion à l'espérance. Donc, ce que propose le texte Infini Rien, c'est d'analyser cette aversion à l'espérance. Et c'est là que le texte est absolument fascinant, et c'est pour ça qu'il nous fascine. Parce que si le texte du pari, c'était simplement cette caricature qu'on en fait, hein, tout à gagner, rien à perdre, je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, banco, donc je pense qu'il existe, c'est un texte inepte. D'autres l'ont dit avant Pascal, et de toute façon, il n'est pas très malin. Et pourquoi le texte nous obsède? Parce qu'on voit bien que son moteur est ailleurs. Son moteur, c'est est-ce que je suis tel, j'ai tellement peur de l'aléa que je veux exclure toute forme d'espérance. Pour moi, pour employer une image tout à fait désuète et qui parlera à peu de personnes dans cette salle, c'est Gribouille qui se jette à l'eau de peur d'être mouillé. Oui, moi je voudrais dire en complément qu'en fait,
c'est juste l'inverse du paradoxe de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que là, je ne vais pas jouer? Alors, dans le paradoxe, c'est comment ça se fait que je ne joue pas, puisque et là, c'est un peu l'inverse. Comment ça se fait que, alors que j'ai une espérance qui est tout à fait intéressante dans l'exemple que tu prends, pourquoi est-ce que je ne joue pas? C'est un problème d'utilité morale, c'est-à-dire c'est le problème de l'utilité de Daniel Bernoulli et de la suite de von Neumann-Morgenstern, avec la différence qu'aujourd'hui, avec le concept d'utilité qu'on a, on sait calculer l'aversion au risque de façon précise, on sait lui donner un chiffre. Hein. Pour chaque personne, on peut éliciter, c'est un terme un peu barbare, ça veut dire obtenir de quelqu'un des informations qui permettent de reconstituer sa fonction d'utilité et même, comme je l'ai montré tout à l'heure, sa fonction de transformation de probabilité, c'est-à-dire son comportement vis-à-vis du risque très précis. Alors, on peut avoir des gens, effectivement, qui, devant une espérance tout à fait positive, se disent « ouais, moi, je ne joue pas parce que mon aversion au risque est infinie, par exemple, ou elle est très forte, tout simplement. » Donc, ça, c'est tout à fait... Est-ce qu'on peut penser un agent qui ne soit que aversion au risque? Oui, la question ne se posait pas. Pascal, la question de l'aversion ou de la préférence individuelle pour le risque ne se posait pas au XVIIe siècle. Elle se pose à partir de Savage. Elle se pose dans les années 50. Je suis pas d'accord. Bon, je ne suis pas censée intervenir, donc on va clore. Quand même. Il y a quand même une question de nature. C'est-à-dire que de la même façon qu'on cherche la table de mortalité, et puis, de la même façon qu'au XVIIIe siècle, on va chercher à observer la table de mortalité, et il y a ce site gênant qu'on se rend compte que la table de mortalité n'est pas la même en Suède et en France, mais on cherche la table de mortalité qui correspond à la nature de l'humanité. Et de la même façon, ce que Bernoulli représente, c'est l'aversion pour le risque qui dépend simplement de la richesse. C'est-à-dire que ça ne dépend que de la position sociale. Mais il n'y a pas de caractéristiques individuelles. Il y a une nature humaine qui dicte l'aversion pour le risque. Et son intensité va dépendre de votre position dans l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'évidemment, plus vous êtes pauvre, plus vous allez avoir de l'aversion. Alors, là, on va sortir complètement de la mathématisation, peut-être pas totalement de l'économie, puis on va s'arrêter, je sais pas. Il y a une conviction de Pascal qui, moi, me fascine, et qui est beaucoup plus d'ordre anthropologique et probablement religieux, c'est qu'un être humain vaut, donc on est dans une question économique, d'évaluation, vaut ce qu'il espère. On se caractérise par son espérance. On ne vaut pas ce que l'on possède, on ne vaut pas sa richesse, on ne vaut pas ses qualités, on vaut son espérance. Donc quelqu'un qui espère petit est quelqu'un qui vaut peu. Et ça, si le temps m'en était laissé, je vous montrerai un certain nombre de textes de Pascal qui développent cette idée. Et il y a dans le pari cette mise en face de votre espérance. Mais enfin, vous voulez quoi ? Vous voulez rien, mais vous l'avez. Il n'y a rien de plus simple. À celui qui ne veut rien, il sera donné ce qu'il veut. Rien. On ne peut que conclure sur cette phrase magnifique.